Quand elle m'a tendu le certificat médical pour me mettre à l'arrêt, j'ai lu dessus, pour la première fois de toute ma vie, cancer du sein. Et c'est vraiment en l'ayant lu sur mon certificat qu'elle m'a fait que là, j'ai commencé à réaliser vraiment que c'était grave, d'abord. Et puis, comme je le disais, ce regard que j'ai eu de moi à moi dans ce miroir, dans la voiture, je me suis dit, purée, c'est à moi que ça arrive en fait. À 32 ans, Élodie ne pensait pas qu'une simple boule dans son sein allait bouleverser toute sa vie. Puis viennent les examens, la biopsie, l'annonce du cancer du sein, les chimiothérapies, la perte des cheveux, des cils, d'un sein. Et cette sensation de ne plus reconnaître son propre corps dans le miroir. Dans cet épisode d'état d'âme, Élodie raconte sans filtre le choc de l'annonce, les traitements, la fatigue extrême, le regard porté sur sa féminité, l'impact sur son couple, mais aussi cette reconstruction intérieure qui commence doucement après la tempête. C'est le témoignage d'une femme qui a dû apprendre à vivre autrement, à ralentir, à écouter son corps et à redevenir douce avec elle-même. Vous écoutez État d'âme, le podcast au cœur de votre santé. Pour toutes les femmes dont le corps et l'esprit ont été bouleversés. Excellente écoute. Mon histoire, elle a commencé un peu en 2024, quand mon compagnon a senti une boule dans mon sein droit. Sauf qu'au début, je n'y ai pas du tout prêté attention. Je me suis vraiment dit, vu mon jeune âge, c'est un kyste, c'est avec mes hormones ou peut-être ma mauvaise période. Et je me suis absolument pas tracassée. Mais quelques mois plus tard, mon compagnon s'est fait insistant en me disant « Écoute, là, ça me tracasse. Ta boule, ça fait quand même quelques mois que je l'ai sentie et elle est toujours là. Ça m'inquiète. J'aimerais que tu te prennes en charge pour qu'on soit au moins rassurés et pour qu'on sache vraiment c'est quoi. » Et je ne le remercierai jamais encore assez aujourd'hui parce que grâce à lui, je me suis prise en charge. Et cette boule que je ne soupçonnais pas comme étant une prochaine tempête dans ma vie, eh bien, je me suis prise en charge. On a fait une échographie et une mammographie en urgence. J'ai eu tout de suite une biopsie et une ponction en urgence également. Et le 4 février 2025, ça y est, l'annonce m'est tombée dessus. Un cancer du sein, j'avais 32 ans. C'est vrai qu'au départ, donc, cette boule, je l'ai complètement minimisée. Jamais on pense à 32 ans à se ramasser un cancer sur la tronche. En fait, c'est très prenant. Et donc, moi, en toute insouciance, c'est vrai que dans ce délire de c'est un kyste, ben voilà, moi, ma vie, elle continuait, je m'amusais et je ne ressentais aucun stress, aucune culpabilité que de pas me prendre en charge. Et finalement, c'est vrai que on, après coup, avec mon compagnon, on s'est dit que c'était peut-être quand même mieux que j'aille faire tous ces examens-là. Et heureusement, parce qu'aujourd'hui, le fait de m'être prise en charge, ça m'a sauvé la vie, je peux vraiment le dire aujourd'hui. Par contre, c'est vrai qu'avec l'examen de l'échographie, je pensais que j'en aurais eu que pour 15 minutes, puisque dans ma tête, c'était des kystes. Et sauf que quand elle a fait la biopsie et la ponction en urgence, je me suis un petit peu arrêtée de respirer en fait. Je retenais mon souffle et j'avais perçu pendant vraiment 1 millième de seconde que ça puait. Le jour de l'échographie, c'était le 28 janvier 2025. Là, je me suis dit, c'est pas des kystes, ça pue. À partir de ce moment-là, j'ai eu des émotions complètement contradictoires qui m'ont submergée. Il y avait d'un côté le déni, je n'acceptais pas cette éventualité qu'il pouvait y avoir quelque chose de grave, et de l'autre côté, je savais au plus profond de moi
que ce n'était pas bon, que les résultats qu'on allait m'annoncer n'allaient pas être du tout OK. Et ça s'est confirmé quelques jours plus tard dans le cabinet de ma gynéco. Donc, je l'avais bien pressenti au moment de l'écho, mais c'est vrai que avant cette échographie, jamais je n'aurais pensé à un cancer euh, pour venir dans ma vie et me bousculer comme il m'a bousculé en fait. Alors, c'est vrai que le 4 février, justement, dans le cabinet de ma gynéco, là, mon monde s'est effondré. Donc, on m'a annoncé mon cancer du sein. Elle m'a dit, voilà, Élodie, les résultats ne sont pas bons. Et quand elle a dit ça, j'arrivais encore à penser à autre chose qu'un cancer dans ma tête. Donc, j'étais encore dans le déni et je me raccrochais au moindre petit mot ou petit détail qui aurait pu me faire espérer que c'était pas ça. Encore à ce moment-là, alors que j'étais sous le choc et que une partie de moi le savait. C'est vraiment toutes ces émotions contradictoires qui sont vraiment, je trouve, horribles en fait au début. Vraiment, ce début pour moi est dans... Quand je regarde tout le parcours, euh, c'est le moment le plus horrible en fait que j'ai vécu. Et donc, elle m'explique par différents résultats des examens qu'il y a quand même du positif finalement dans ces taux. On parle souvent lors d'un cancer du grade. Bon, il était quand même un peu avancé pour ma part, mais il y avait le fameux Ki-67, donc c'est un peu la vitesse de propagation des cellules cancéreuses, qui était par contre à 20%, ce qui est un taux assez faible. C'était une chance, en tout cas à cette époque-là pour moi. Et tout de suite, en fait, je me suis raccrochée à ce genre de mots, de résultats plus positifs, si on peut dire, dans cette annonce horrible. Mais je me souviens que quand je suis sortie du cabinet, je me suis regardée dans le miroir du rétroviseur de la voiture et je me suis demandé, est-ce que c'est vraiment à moi qu'on vient d'annoncer ça? C'est comme si j'avais participé à une conversation où on parlait de quelqu'un d'autre, que j'y assistais, mais que je comprenais pas du tout ce dont on parlait. Mon compagnon était avec moi et lui, il était déjà dans des questions pour pouvoir trouver des solutions, pour voir comment on allait attaquer tout ça. Et moi, je comprenais rien du tout à ce qui se passait. C'était horrible. Ça allait beaucoup trop vite pour moi. J'étais vraiment perdue. Je savais au fond de moi que ça me concernait, mais je n'avais pas encore réalisé. Et quand elle m'a tendu le certificat médical pour me mettre à l'arrêt, j'ai lu dessus, pour la première fois de toute ma vie, cancer du sein. Et c'est vraiment en l'ayant lu sur mon certificat qu'elle m'a fait que là, j'ai commencé à réaliser vraiment que c'était grave, d'abord. Et puis, comme je le disais, ce regard que j'ai eu de moi à moi dans ce miroir, dans la voiture, je me suis dit, purée, c'est à moi que ça arrive en fait. Et c'est vrai donc, l'annonce, je crois qu'il y a personne qui a bien vécu son annonce, c'est impossible pour moi. Vraiment, je le redis, en ce qui me concerne, dans tout le parcours que j'ai eu, c'était le moment le plus horrible. Et même ce qui a suivi un peu après. Et donc, l'après, justement, moi, j'ai tout doucement digéré la nouvelle, si on peut dire. En tout cas, je commençais à l'intégrer de plus en plus dans ma tête, que c'était à moi que ça arrivait, euh, que c'était à moi que ça arrivait. Et au fur et à mesure que j'intégrais cette tempête qui allait me submerger, j'ai décidé d'être tout de suite dans de l'action, en me renseignant, en relisant les notes, notamment de ma gynécologue, en attendant de voir l'oncologue en fait. Et je me suis dit, ok, en fait, dans tout ce qu'elle m'avait donné, qu'est-ce qui était bien, moins bien. Et la chance que j'avais pour ma part, c'est que le type de cancer du sein qu'on a est différent pour chaque femme. Et il y a des choses qui sont, je vais dire, bonnes à prendre dans les résultats. Par exemple, les cellules cancéreuses se nourrissent euh,
par soit des hormones, des protéines et autres. Et pour ma part, c'était un cancer du sein, ce qu'on appelle un hormonodépendant. Et donc, il était nourri aux œstrogènes et aux progestérone. Dans les protocoles de soins, c'est quelque chose qui est assez positif dans le sens où on peut aller attaquer la cellule de par l'intérieur parce que ces récepteurs, justement, ces petites portes d'entrée par lesquelles passent les hormones pour nourrir la cellule, ce sont des portes d'entrée où on peut aller administrer un traitement, justement. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Après avoir pris donc tous mes renseignements, de comprendre en tout cas tout ce qui était noté, c'est quoi des récepteurs, c'est quoi le Ki-67, tous ces éléments ont fait que je me suis sentie déjà dans l'action et sans même avoir commencé les traitements, je me suis dit OK, mode guerrière activé. Et alors, ce qu'on ne s'imagine pas, c'est qu'en fait, on ne commence pas toujours les chimios tout de suite. Donc, ça demande un sacré temps de préparation. Et donc, au tout début, quand on m'a parlé d'un PICC line, encore un nouveau mot de vocabulaire, je me suis dit, eh bien, on va voir ce que c'est. Et en fait, il existe 2 types de chambres par lesquelles on nous implante, on nous transfuse la chimio. Je vais plutôt dire ça comme ça. Et donc, ce PICC line, c'est un peu comme un porte-à-4. C'est un peu la même chose, sauf qu'au lieu d'être sous anesthésie générale et qu'on vous l'implante en dessous de votre clavicule, eh bien, le PICC line, c'est dans le bras. Et cette proposition de PICC line, au début, j'arrivais pas à me décider, porte-à-4, PICC line. Je savais pas, j'y connaissais rien. Je me sentais perdue. À nouveau, j'ai fait des recherches parce que je dis toujours que le savoir, c'est le pouvoir. Et donc, en faisant mes petites recherches, en me faisant aussi conseiller à gauche, à droite, j'ai opté finalement pour le PICC line pour le seul argument que, contrairement au porte-à-4 qu'on peut garder quelque temps encore après la chimio, le PICC line a un peu cet avantage que je trouvais, si je puis dire, assez sympa, que à la dernière chimio, c'est un peu comme un drain qu'on enlève. Donc, on me l'a enlevé en tirant dessus tout simplement à la dernière chimio. Et je trouvais ça assez séduisant comme proposition. Et ça m'a permis de me projeter déjà en me disant, dernière chimio, j'enlève ce truc et il n'y a plus rien qui me fera penser à la chimio une fois que j'aurai terminé ce premier round, on va dire, dans le combat. Et c'est comme ça que j'ai opté pour le PICC line, après m'être à nouveau renseignée, puisque j'y connaissais rien en fait, donc voilà. Donc après la mise en place du PICC line, on a aussi fait en sorte de congeler mes ovocytes à Bruxelles. C'est quelque chose d'important puisque les traitements peuvent affecter la fertilité de la femme. Donc c'était vraiment quelque chose sur lequel ma gynéco avait insisté. Et ne sachant pas de quoi demain est fait, on prenait un peu les devants au cas où. J'ai déjà une fille de 4 ans et c'est vrai qu'on ne savait pas à l'époque si on voudrait un deuxième ou pas. Et donc, on a pu mettre toutes les chances de notre côté pour si jamais on voulait un deuxième plus tard. Mais voilà. Et puis donc, tout ça, ça a pris plus ou moins un petit mois. Donc, le 4 février, on me l'avait annoncé. Et j'ai commencé ma première chimio le 7 mars. Alors évidemment, qui dit début d'un traitement dit angoisse et stress juste avant. Et c'est vrai que ce premier jour de chimio, je me suis revue comme à une compétition à l'époque. Je faisais un sport de combat, le taekwondo, et je me suis revue vraiment comme une veille d'une super grosse compétition en fait. Et je me suis dit, purée, il faut que j'arrive à apaiser mon mental. Je dois préparer aussi bien mon corps que mon mental, en fait. Et avec ça, en fait, j'ai commencé à écouter mon corps, à même, en fait, lui parler de temps en temps, poser la main sur mon cœur et dire, tout va bien aller, tu vas avoir des traitements qui vont te guérir et on va avancer pas à pas. C'est un peu, enfin, si ça peut aider certaines femmes qui nous écouteraient, c'est un peu comme des petits mantras, en fait, que je me suis répété tout au long de ces chimios pour pouvoir justement être prête
tant psychologiquement que physiquement. Ça a eu un effet sur moi assez bénéfique, ce mantra et cette histoire de pouvoir me parler, me réconforter tout simplement étape par étape. Je me sentais un peu plus dans le contrôle, parce que c'est vrai qu'avec un cancer, on perd totalement pied au début. On va vers de l'inconnu, on ne sait pas ce qui nous attend. Et pour la chimio, ce qui me stressait ici, c'était vraiment comment est-ce que mon corps va réagir en fait. On nous parle de beaucoup d'effets secondaires. J'ai essayé de les chasser de ma tête après que mon oncologue me les ait expliqués. J'avais besoin de les entendre, mais juste une fois, vraiment en mode ok, je suis au courant qu'il peut y avoir ça, 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 mais je vais pas me les répéter dans ma tête. Cette feuille-là, je vais pas dire que je l'ai mise à la poubelle, mais je l'ai mise vraiment dans un coin caché de mon placard. Euh, Comme ça, je l'avais encore pour si jamais j'avais un effet secondaire, je pouvais aller revoir si cet effet secondaire serait normal ou pas. Mais j'ai mis cette feuille très très loin. Je voulais pas voir cette feuille d'effet secondaire. Dans ma tête, c'était juste pas possible. Je n'acceptais pas que mon corps pourrait ne pas supporter la chimio. Donc, je me suis tout de suite chassé ça de la tête. Et c'est comme ça, en fait, aussi que pour me rassurer, pour me réconforter, pour être, en fait, ma meilleure amie, là où c'était pas le cas avant, c'est vrai que grâce aux chimios, je suis devenue ma propre meilleure amie dans le sens où j'ai décidé d'être gentille enfin avec moi-même. Et je ne sais pas si tout ça a joué, si mon corps était prêt, mais pendant les chimios, je n'ai pas été, je vais dire, accablée par les effets secondaires. Alors certes, il y a vraiment des moments compliqués. Les chimios, c'est pas une partie de plaisir du tout, mais c'est vrai que à, à part en tout cas, ce qui m'a le plus démunie pendant les chimios, c'est vraiment cet état de fatigue et de brouillard mental. Vraiment j'ai eu des moments de jour off dans le lit, donc j'avais ma chimio le vendredi et je savais que, enfin, après avoir fait les deux premières chimios, je savais que le lendemain, 24 heures après ma première chimio, je savais que j'allais finir off dans le lit. Et parfois, mon compagnon et ma fille ne me voyaient pas avant le lundi. Donc, je restais 48 heures dans le lit. Je me réveillais de temps en temps pour me dire peut-être manger un petit bout. Ma maman m'avait préparé des bouillons de poule. Au moins, c'était plus facile à manger pour moi. Parce que fatalement, la chimio, comme effet secondaire, déjà, on se sent nauséeux. En tout cas, avec les grosses chimios EC, j'étais très nauséeuse. Mais c'était compliqué de savoir en fait si on était nauséeux ou si on avait faim. Donc j'essayais de manger des petites quantités au fur et à mesure. Mais je me forçais parce que franchement, si je faisais en fonction de mon appétit, j'aurais rien mangé pendant la chimio, c'est horrible. On a vraiment l'estomac lourd. Tout est un peu dégoûtant comme ça dans la bouche. Il y a pas de goût, il y a un goût de fer constamment qui reste. C'est très bizarre. Donc ça, c'est aussi un des effets secondaires de la chimio, en tout cas EC, que j'ai eu au tout début. Et c'est vrai que pour revenir dessus, la fatigue, moi, je l'ai vécu comme un coup de chaos, en fait. Je m'attendais pas à être autant diminuée dans ma vie. Je suis quelqu'un, voilà, comme la plupart des gens, on vit à du 4000 à l'heure. On, on a à peine fini une tâche, on est déjà en train de penser à la suivante ou au prochain objectif et ainsi de suite. Et là, j'ai vraiment dû apprendre, je vais dire à cause et grâce aux chimios, à mettre un peu cette vie en pause. Et cette pause, au début, c'est très difficile à accepter. Pour moi, en tout cas, ça a été très difficile parce que je suis quelqu'un qui a besoin d'être dans l'action que pour me sentir vivante. Et là, c'était tout le contraire, en fait. Donc, c'était assez perturbant que de me dire, en fait, ici, tu restes dans ton lit aujourd'hui parce que grosse fatigue, chimio. Mais en fait, c'est pour ton bien. T'es pas en train de rien faire. T'es en train de guérir. T'es en train d'éradiquer ce crabe
donc t'es pas en train de rien faire, vois-le comme ça. Et c'est comme ça que petit à petit, mon mental a changé. J'ai arrêté de me dire, en fait, je suis en train de rien faire. Et je me suis dit, t'es en train de bien boulotter, en fait, pour ta vie, là. Donc, sois gentil avec toi. Donc, c'est vrai que ce parcours chimio, voilà, les 4 premières chimios, c'était des EC, les plus grosses. Et c'était cet état de fatigue et réapprendre à être sympa avec mon corps, à accepter, je vais dire, les downs. Je voyais un peu ce combat, tout ce parcours, je l'ai vu comme une tempête dans laquelle j'étais et vague après vague, je devais apprendre à surfer. Et c'est comme ça que j'ai pris les devants et que j'ai gardé ce côté mental, mental fort, entre guillemets. Mais mental fort, pour moi, ça ne veut pas dire rester fort tout le temps. C'est accepter surtout quand ça ne va pas, en étant sympa avec soi-même pour pouvoir justement guérir et pour pouvoir éradiquer cette misère de maladie. Et donc, après cette première partie de chimio, j'ai eu les deuxièmes types de chimio, ce qu'on appelle chez nous en Belgique, j'imagine que c'est les mêmes chez vous. C'est les Taxol. Là, je devais avoir 12 Taxol, mais on s'est arrêté après la 10e parce que ce sont des chimios qui ont moins d'effet sur la fatigue. C'était moins des coups de KO. Je vais dire au niveau fatigue, j'ai repris d'énergie pendant ces chimios-là. Ça m'avait fait du bien. Après, il y a le facteur de l'accumulation, évidemment. À la fin, on sent quand même que la fatigue est quand même là et que l'énergie n'est pas revenue comme avant. Mais c'était quand même déjà un peu mieux du côté de la fatigue avec ce deuxième parcours chimio. Mais ce qui était compliqué pour moi, c'était les neuropathies. Donc les neuropathies, c'est quoi? Ce sont tous vos doigts qui s'engourdissent, ou en tout cas peut-être 2 ou 3 doigts, parfois toute la main. Ça dépend un peu des personnes. Mais moi, les neuropathies, j'arrivais plus à sentir le bout de mes doigts de la main droite. Et je ne savais plus prendre quelque chose, genre un cure-dent sur une table. J'arrivais plus à l'attraper, c'était super perturbant. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est arrêté à la 10e, parce que les neuropathies, on me l'avait dit d'avance, il faut vraiment faire attention, parce que ça peut être un effet secondaire qui peut être irréversible si on va trop loin avec la chimio. Donc, il faut s'arrêter à la limite du corps, en fait. Et donc, d'où l'importance, encore une fois ici, d'écouter son corps et de se faire confiance, parce que j'en ai parlé à l'équipe médicale, et c'est comme ça qu'on a dit... à mon avis, on va s'arrêter à 10 sur 12 pour les Taxol. Donc au total, au lieu de 16 chimios, j'en ai eu 14. Mais mon oncologue et toute l'équipe m'avaient déjà rassurée en disant que 14 sur 16, c'était un très beau score. Et ça me mettait en sécurité et qu'il fallait pas que je panique parce que j'en avais eu 2 de moins. Que c'était pas ça qui allait faire la différence. Donc ça m'a beaucoup rassurée. Et ça m'a permis justement d'être en confiance avec l'équipe en leur expliquant tout et en n'ayant pas peur. Et vraiment pour ça, je les remercie encore aujourd'hui parce qu'ils ont... Voilà, c'est vraiment des crèmes très à l'écoute. Parce que c'est vrai que la première chose qu'on pense quand on arrête 2 chimios d'avance, c'est un peu un échec au début. On a envie de se donner toutes les chances, en tout cas d'éradiquer le crabe. Mais c'est vrai que comme d'avance, elle m'avait dit, on s'arrête à la 14e, c'est pas grave. C'est un très beau score. Ça m'a rassurée et j'ai tout de suite chassé ces idées noires de ma tête et je me suis dit, ok, ils ont l'habitude, ils savent ce qu'ils font. Je m'en remets à eux sur ce coup-là parce que je m'y connais pas. Et donc, si elle me dit que c'est super comme ça, je la crois. Et on écoute surtout vraiment les limites de mon corps. En tout cas, ici, quant à la neuropathie, où ça pouvait être pas spécialement dangereux, mais irréversible, en tout cas, pour la suite. Après ce protocole de chimiothérapie, eh bien, donc, ça a duré presque 5 mois. L'air de rien. Donc, c'était quand même très costaud. Il y avait 1 mois de pause après les chimios. Et donc, à ce moment-là, ça a été la planification de la mastectomie. Donc, la mastectomie, c'est on vous enlève un sein.
Donc moi, c'était le côté droit. Avant cette opération, à nouveau, ça se prépare. Pour ça, on fait un test génétique déjà pour voir si on n'a pas le gène. Parce que ça aussi, ça peut être très déterminant quant à l'opération. Souvent, quand on a le gène, c'est le BRCA1 et BRCA2, il me semble. Mais quand on a ce gène-là, on doit subir malheureusement une double mastectomie. Moi, c'était pas mon cas. Le gène était négatif. Et donc, on pouvait se permettre de ne m'enlever qu'un des deux seins. Donc, c'était le droit, évidemment, celui qui était touché. Et avant l'opération, je me préparais en me disant, allez, j'avance. Les chimios, c'est fait. Ça a permis de déjà diminuer un peu la tumeur. Et cette opération, on va carrément m'enlever, en fait, toute la maladie. En fait, dans ma tête, c'était vraiment... Autant c'était dur de me dire... il y a un peu quand même un côté mutilation, je vais dire, quand on dit on enlève un sein, on se sent un peu comme amputé en fait. C'est bizarre à dire au début, en tout cas, c'est ce que je pensais. Et puis je me suis dit, en fait, c'est symbolique en même temps. La maladie ne sera plus en moi. On m'enlève la tumeur. Et on avait prévu aussi de me faire un curage axillaire, parce que j'avais des ganglions sentinelles qui étaient atteints. Et donc, il fallait faire un curage en plus de la mastectomie. Et à nouveau, c'était une nouvelle étape. Donc, avant, c'est l'angoisse, le stress. C'est aussi se poser des questions quant à notre féminité, en fait. Parce que déjà, avec le parcours chimio, avec les grosses chimios, j'ai perdu mes cheveux au bout de 9 jours. J'avais déjà prévu de les raser et j'ai bien fait parce qu'ils allaient déjà commencer à tomber. Puis, c'est vrai qu'on perd nos cils, nos sourcils. Et puis après, on rajoute le fait qu'il faut s'enlever... Enfin, on doit nous enlever un sein. C'est pour ça, en effet, qu'en ça, je veux dire que... Oui, c'est une maladie, mais ça touche tellement à plein de domaines psychologiques et physiques chez la femme que en plus d'avancer dans ce combat face à la maladie, on doit avancer dans plein de choses à devoir accepter du mieux qu'on peut, tant physiquement que psychologiquement. Et c'est assez vicieux, quoi, par rapport au cancer du sein. C'est vrai que je, je me revois avant d'être dans cette maladie, je voyais le cancer du sein comme un petit cancer. Maintenant, je rigole à cette phrase parce que je me dis comment j'ai pu penser ça. Maintenant que je l'ai vécu de l'intérieur, en fait, il n'existe pas de petit cancer parce qu'en fait, déjà rien que quand on met le mot cancer sur vous, c'est tout simplement votre monde qui s'écroule. Et ça, je l'ai compris dès l'annonce. Et donc, c'est vrai que faire face à tout ce que ça implique, en plus du diagnostic de la maladie, c'est tous les à côté dont on ne parle pas assez, je trouve. Et c'est vrai que dès le début de mon parcours, j'ai voulu en parler sur mes réseaux sociaux. Et c'est pour ça que ça me tient à cœur d'en parler encore ici chez Tadam Podcast, parce que je veux vraiment aider toutes ces femmes à, à comprendre ce cheminement ou ce malheureusement par quoi elles vont passer, mais pour pouvoir leur permettre d'avoir un peu plus de baume au cœur ou peut-être un peu plus d'armes en ayant peut-être retenu un ou l'autre mot que je pourrais dire ici et qui puisse faire écho chez elles. C'est vraiment l'objectif là-dedans. Et donc, c'est vrai que pour en revenir à la mastectomie, voilà, à nouveau, encore une épreuve qui joue sur le physique, perdre un sein où c'est tout un symbole féminin, en fait, que cette poitrine. C'est très, très compliqué à accepter au début. Et puis, une fois que l'opération a été faite, j'ai pas su découvrir la cicatrice directement. C'est vrai que j'ai pas pensé du tout avant qu'on aurait mis plein de bandages autour de moi. C'est évidemment logique, mais
Je sais pas, moi, j'étais vraiment dans l'objectif de découvrir cette cicatrice. Donc, c'est vrai qu'au début, j'ai été un peu, pas frustrée, mais il m'a fallu un petit peu de temps pour me dire, oh là là, j'ai besoin de la voir pour un peu réaliser ce par quoi je venais encore de passer. Et donc, au bout de à peu près 15 jours, quand on m'a enlevé le drain, quand l'infirmière à domicile avait fini tout ce qui était soins, plaies, et de justement vérifier que la cicatrisation était OK, eh bien, c'était le moment fatidique d'enlever tout le bandage et de découvrir la cicatrice. Alors, qu'est-ce que j'ai ressenti quand j'ai dû découvrir la cicatrice? Eh bien, ça a été plus positif que ce à quoi je m'attendais. Alors, ça fait évidemment bizarre, hein, on a l'impression évidemment qu'il nous manque quelque chose au tout début, mais j'ai trouvé que la cicatrice avait l'air bien faite. C'est quand même la première chose que j'ai regardée. Et par contre, j'étais étonnée de la longueur de la cicatrice. C'est vrai qu'elle est assez longue parce qu'elle part du début du sein vers le côté, vers le sternum, si je puis dire. Et elle va quand même presque jusqu'en dessous de l'aisselle, en fait. Ça, c'est vrai que je ne pensais pas que c'était une cicatrice aussi longue, mais elle est assez fine. Et en ça, je suis très contente. Et donc ça, c'est vrai que c'était la découverte, quoi. Et j'avais besoin de le voir. Et fatalement, après coup, j'ai mis du temps avant de la regarder dans un miroir. Donc j'arrivais à la regarder par au-dessus de mon corps, mais j'ai mis du temps avant de pouvoir la regarder dans un miroir. Et après coup, j'ai aussi mis du temps avant d'accepter que mon compagnon ne me voie à la salle de bain. J'ai mis un petit temps quand même d'adaptation, j'ai eu besoin. Mais à nouveau, je me suis réconfortée dans cette deuxième épreuve que j'ai subie face au cancer. Je me suis réconfortée en me disant que le crabe était définitivement hors de moi. Et ça, pour moi, c'était très symbolique. Et ça m'a redonné un peu le contrôle. Et je me suis ressentie, oui, vivre, soulagée. C'était indescriptible, mais c'était beaucoup de soulagement euh, à côté du fait qu'il fallait essayer d'accepter au mieux ce nouveau corps. Et justement, comment accepter ce nouveau corps face à enfin, tous ces changements physiques. Comme je disais, ben, personnellement, un autre truc en plus de tout ce que j'ai déjà dit avec les mantras, me parler, me préparer psychologiquement et physiquement à chaque épreuve, euh, ce qui m'a aidé, c'est la danse. Voilà, moi je dansais déjà avant les chimios. J'adorais ça. Je dansais pour mon plaisir dans des petits clubs, dans un studio, voilà. J'adorais ça. Et je m'étais promis de continuer de danser. Un peu de, symboliquement, continuer de danser sous la pluie, quoi. Et ça m'a énormément aidée pour, justement, dans cette nouvelle approche que j'avais face à moi, que d'être sympa avec moi-même, que d'accepter petit à petit mon nouveau corps, accepter que quand je dansais, mes cheveux ne balançaient plus, accepter du mieux que je pouvais ce nouveau corps qui pouvait en fait être féminin malgré la perte de cheveux, malgré la perte des cils, malgré la perte des sourcils et malgré le fait qu'il ne me restait plus qu'un sein. Eh ben oui, j'ai réussi à me trouver encore féminine grâce à la danse. Alors ça s'est pas fait du jour au lendemain évidemment, mais ça m'a beaucoup, beaucoup aidée. Et en fait, voilà, comme j'étais active sur les réseaux sociaux, j'avais besoin de montrer aux femmes qu'on pouvait refaire quelque chose de tout nouveau avec son corps. Et comment est-ce que j'ai fait ça? Ben, quand j'ai perdu mes cheveux, j'ai repris goût à me maquiller. Voilà, j'étais pas de ces femmes qui prenaient le temps le matin
Spécifiquement, moi, je préférais dormir un quart d'heure de plus plutôt que de me maquiller. Je mettais peut-être une petite bébé crème, mais sans plus. Mais là, ici, j'ai repris plaisir, en fait. Et oui, il y a des jours, j'avais pas envie de me maquiller, mais il y a des jours, j'ai envie, en fait. Et je me dis, dans cette société, quand on voit une femme, beaucoup de gens se mettent à juger directement, du style, si elle est trop maquillée, elle est superficielle, si elle l'est pas, elle prend pas soin d'elle. En fait, moi, j'ai juste envie de vous dire, arrêtons d'être chacal entre nous et soyons juste solidaires. Si aujourd'hui elle est pas maquillée, peut-être qu'elle a eu un petit souci ce matin, qu'elle a pas eu le temps, euh, ou que du contraire, elle a juste pas envie en fait. Elle avait juste besoin de ce quart d'heure de sommeil en plus. Et je me dis, j'ai revu la vie différemment à travers aussi ma féminité. Et je me suis dit, en fait, tout est OK. Peu importe comment je m'habille, comment je me pomponne ou pas le matin, tout est OK à partir du moment où moi, aujourd'hui, je me sens bien en training, je me sens bien avec une petite robe, je me sens bien, enfin, peu importe en fait. Et ça, c'est vrai que ça me tient à cœur sur mes réseaux que de dire, soyons sympas avec nous-mêmes et avec les autres en fait. On ne peut pas juger au premier coup d'œil une femme. En fait, voilà, si moi c'est mon petit plaisir de me maquiller aujourd'hui, eh ben je me maquille, je me fais plaisir. J'ai trouvé des faux cils aussi. J'adorais et le fait de revoir des cils de temps en temps quand j'avais un événement, ben ça me faisait du bien en fait. Ça me mettait beaucoup de baume au cœur. Et c'est vrai que ben, par des petites choses comme ça, ben, redessiner mes sourcils au crayon, ben, j'avais un crayon de chez Même Cosmétique et ça m'aidait quoi. Je restructurais un peu mon visage quand j'avais envie. Je, je me réappropriais cette image de moi pour m'accepter au mieux dans cette nouvelle identité, dans cette nouvelle féminité. Et à nouveau, une fois que ben, les jours où j'avais envie de me préparer, ben j'avais envie de faire une petite vidéo de danse pour mes réseaux et comme ça, ben, les femmes à chaque fois elles me disaient waouh mais t'es magnifique et je leur répondais mais toi aussi t'es magnifique parce que vous vous rendez pas compte de comment on est tellement exigeante avec nous-mêmes. Je dis toujours on est notre pire ennemi en fait et c'est vrai que c'est ce que la maladie m'a appris de mois à mois. Mais c'est tellement vrai et c'est valable que l'on traverse une maladie ou pas en fait. On peut vraiment être pas toujours douce avec nous-mêmes ou avec les autres. Et je trouve ça tellement important que de se dire en fait, peu importe ce qu'on traverse, on, on doit tous les jours se mettre en priorité pour, pour pouvoir être bien dans nos baskets et pour pouvoir bien commencer la journée. Et peu importe que ce soit maquillé ou pas, bien habillé ou pas, voilà. C'est ce que vraiment, s'il y a un truc que j'ai retenu dans toute cette reconstruction de ma féminité, c'est ça. Mais c'est vrai que ça n'a pas été une partie de plaisir, évidemment, parce que, ben, autant les cheveux, je m'attendais à être choquée, en fait, de ma nouvelle image. Mais j'ai eu plus de stress avant, euh, plutôt que une fois que ça a été fait, quand on a décidé de raser mes cheveux, que j'avais invité mes copines pour faire un apéro, et hop, on a rasé. Et je me suis sentie en fait soulagée en fait. Je sais pas expliquer cette sensation, mais je pensais avoir du mal. Je pensais que je pleurerais, mais en fait finalement j'ai plus pleuré avant qu'après. Après j'ai retrouvé le sourire. Je sais pas comment expliquer. Je me suis directement acceptée telle que j'allais être par rapport à mes cheveux. L'étape où j'ai eu le plus difficile dans toutes ces ben, entre la perte de cheveux, perte de sourcils et perte des cils, ben, l'étape avec laquelle j'ai eu le plus difficile, c'est les cils. Là, les cils, c'est vrai que allez, un regard avec des cils, ben, on voit qu'on est malade. Hein, faut pas dire le contraire, je trouve. Et c'est vrai que ça, c'est compliqué parce que
Jusque-là, moi, je me faisais plaisir aussi avec mes bandeaux, mes petites franges. euh, et donc, j'arrivais encore à certains jours à ce qu'on ne voit pas, à ce que je sois malade. Mais quand on perd les cils, c'est vrai que là, ça marque quand même le visage. On voit plus les traits de fatigue. Enfin, je sais pas expliquer, mais c'est vrai que, voilà, les cils, pour moi, ça a été même plus difficile que les cheveux, je trouve. Justement parce que si je mettais pas mes faux cils, ben, ça se voyait en fait que j'étais malade. Vraiment, je trouvais, en tout cas sur moi, je trouvais que ça se voyait que j'étais malade quand j'avais pas mes cils. Et donc voilà, donc c'est vrai que reconstruire sa féminité, c'est quand même un sacré parcours en plus de la maladie. Et c'est en ça que je dis que c'est une maladie vicieuse parce que ben déjà on a peur pour notre vie et en plus de ça, on doit faire face à tellement d'épreuves pendant le traitement et même dans l'après, que c'est vraiment, ça joue sur tous les tableaux en fait. Et c'est, voilà, évidemment qu'en priorité c'est notre vie, guérir, s'en sortir, mais tous les à côté, c'est tout autant compliqué. Mais on y trouve aussi énormément de force, de douceur. Et voilà, hein. Moi j'ai toujours eu le mindset de, je suis good vibes. Et good vibes, ça veut pas dire que tout va bien tout le temps. Comme je le disais, c'est on accepte les vagues, on accepte du mieux qu'on peut les moments où ça va pas. On s'autorise à ce que ça n'aille pas. C'est ça pour moi être fort. Être fort, c'est pas être dans le haut tout le temps ou être tout le temps de bonne humeur. Non, c'est vraiment écouter son corps, écouter ses émotions et en prendre soin. Alors, dans l'épreuve, évidemment, parlons-en aussi, ben, le couple en prend un petit coup quand même aussi, il faut bien le dire, c'est souvent un sujet tabou. Et personnellement, j'aime assez bien maintenant les sujets tabous par rapport à tout ce parcours parce que on n'en parle pas assez et trop de personnes se sentent seules face à tout ce qui se passe. Et pendant toute cette période de traitement, qu'est-ce qui s'est passé dans notre couple? Je nous ai vus, j'ai vraiment cette image de notre couple qui est toujours là, l'un pour l'autre, parce que vraiment, mon chéri a été des plus adorables, il a été présent, il a repris en main toute la logistique maison, notre fille, enfin, je, j'ai eu cette chance que de pouvoir me concentrer entièrement sur mon combat, et ça, je ne le remercierai jamais assez aujourd'hui. Et avec tous nos proches, il a eu des relais aussi, autant de nos proches, que ce soit des petits plats préparés, les mamies, nannies au taquet pour garder notre fille, pour aller la rechercher à l'école, euh, même venir faire une ou deux lessives à la maison. Enfin, on a eu énormément d'aide. Et lui aussi, j'espère qu'il s'est senti très soutenu grâce à toutes ces aides-là, parce que on parle beaucoup des aides pour la personne malade, mais le compagnon, quand même, en tant cas, il morphe, quoi, il faut le dire quand même, vraiment. Et c'est vrai que pendant toute cette période, je nous ai vus sur deux chemins différents, mais on continuait à se donner la main. J'ai vraiment cette image-là de notre couple. Lui, c'était important qu'il continue de bosser, d'avoir ses activités sur le côté, parce que moi, je pensais au cancer H24. Je ne savais pas faire autrement, même si il y a des jours, j'avais envie de déconnecter, j'y arrivais pas. Et c'est vrai que pour lui, c'était beaucoup plus sain que de pouvoir penser à autre chose de temps en temps, avoir une bulle d'oxygène en dehors de la maladie. Sinon, je pense qu'il serait devenu fou s'il n'avait pas gardé ses activités. Enfin, c'est pas humain, on peut pas exiger aux compagnons d'être là H24 avec nous. Il faut qu'ils vivent. Et puis, de toute façon, c'est ce que je disais, quand j'étais fatiguée, j'avais juste besoin d'être seule. Donc, c'était autant que lui aille se promener avec la petite à ce moment-là ou aille faire son activité sportive. Enfin, c'est important de penser aussi aux compagnons, je trouve. Voilà. Mais c'est vrai que pendant cette épreuve, quelque part, on les envie un peu. On les envie un peu, les compagnons, à ce moment-là, parce que on les voit pouvoir partir au boulot tous les jours, on les voit pouvoir faire leurs activités. Et
c'est pas de la jalousie, mais une fois qu'il partait le matin, ça me mettait à chaque fois un petit coup au moral parce que ça me rappelait tout ce que je n'arrivais plus à faire sous chimio. Et c'est vrai que oui, c'était pas du tout un problème que lui fasse ses activités, mais c'était l'image que ça me renvoyait de moi incapable d'aller bosser, incapable de faire les activités que je voulais, comme avant. Et ça, c'était très compliqué. Et puis, c'est vrai il y a un moment donné, je me souviens qu'il m'avait demandé est-ce que ça me dérange si je reprends à un moment donné, il m'avait demandé si ça me dérangerait qu'il parte comme prévu une semaine au voyage Réto. Et là, on a eu, c'est vrai, une petite tension dans notre couple. Je comprenais pas comment il pouvait m'abandonner au bout de 2 mois de chimio. Ça allait justement être le moment le plus compliqué parce que j'allais terminer les grosses chimios. Et j'avais pas compris au début sa demande. Pour moi, c'était le moment où j'allais avoir le plus besoin d'aide. Mon équipe oncologique me l'avait dit. Et je me voyais tout de suite submergée de me dire comment je vais faire pour la petite. Et il m'a tout de suite rassurée, en fait. Enfin, c'est pas qu'il y a eu une tension, mais c'est que on a dû apprendre à comprendre nos besoins différents à nouveau à ce moment-là. Je trouve ça très important. Et ça m'a permis de comprendre que lui, ben, ça allait lui faire du bien. Enfin, en tout cas, lui, il est dans l'organisation de ce voyage Réto. C'est pas comme s'il était juste un accompagnant et qu'il pouvait dire pour cette année, je postpose. Non, il s'était investi toute l'année dans ce projet avec ses élèves. Et je pouvais pas lui demander égoïstement parce que je suis malade. Non, en fait, t'abandonnes tes projets. Et ça, je l'ai compris grâce à lui. On a mis des mots là-dessus. Et, euh, et il m'a dit, écoute, je me permets de te poser la question parce que je sais à quel point on est méga bien entouré. Et il avait raison, parce qu'il y avait tout le monde qui était là pour se relayer pour ma petite, que ce soit mes parents, ma belle-maman, donc la maman de mon compagnon. Tout le monde était là pour m'épauler en son absence d'une semaine. Et finalement, j'ai pas de regret à ce qu'il y soit allé et c'était important pour lui et c'était important pour moi que de pouvoir encore le soutenir malgré la maladie. Euh, je vais dire comme une compagne le ferait et, et ça m'a justement permis de sortir un petit peu la tête de ce mood tout le temps cancer en fait. Ça, finalement, ça nous a quand même soudés cette épreuve de on est à l'écoute des besoins de l'autre et c'est pas parce que moi je suis malade que lui n'a plus de besoin en fait. Et ça, ce sont ben voilà des discussions de couple, pas toujours évidentes, c'est vrai, parce que quand on doit comprendre deux chemins différents, c'est pas facile, mais ça en vaut la peine. Surtout, ben voilà, ça nous aide à avancer. Et moi, en tout cas, ça m'a aidé à avancer et lui aussi. Et en plus de ça, ben, ça nous apprend à profiter totalement autrement de la vie, que ce soit en couple ou avec notre fille. S'il y a bien une chose qui est sûre, c'est que chaque moment avec eux, ce sont des moments de qualité. C'est plus dans la couraterie, c'est plus dans la course. Enfin, ce sont des moments où on prend le temps de se poser, on prend le temps de profiter, de rigoler, de s'émerveiller d'un papillon. Enfin, ça paraît bébête, mais c'est tellement, tellement essentiel. Et, euh, et ça change toute la dynamique, en fait. Et c'est ça qui est beau. Alors après, dans le couple, c'est vrai, on pose souvent la question, mais on a souvent peu de réponses. Mais point de vue intimité, il faut le dire, c'est le néant, en tout cas au début dans les traitements, on ne pense pas à ça. Et il faut pouvoir aussi accepter que ben déjà la libido, ben pour ma part, elle était absente. Je vais dire quand vous pensez cancer H24 dans votre tête, vous pensez à rien d'autre en fait. Et tout ça, ben, ce sont aussi des choses que le compagnon doit comprendre, doit accepter. Et c'est vrai que nous, on n'a pas eu de soucis de ce côté-là. Il m'a tout de suite compris. Et, euh,
Et on s'est vraiment respecté l'un l'autre de ce côté-là. Et lui, en tout cas, m'a beaucoup respecté parce que c'est moi qui mettais un peu le rythme et le halte-là à l'intimité parce que je n'étais pas du tout à ça, pas dans le mood du tout. Et c'est important de le dire parce que c'est vraiment un sujet tabou. Et en Belgique, c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir bénéficier d'un suivi aussi psychologique et des sexologues, des équipes de sexologues sont à disposition aussi si besoin. Et c'est vraiment très important de pouvoir en parler et de pouvoir avoir une bulle sécure où on se sent compris, écouté et où on sait aussi que tout ne fait que de passer. Donc tout est temporaire. Il faut aussi se le répéter tout au long du combat. Ça aide en tout cas. Moi, ça m'a aidé. Je vous ai aussi vaguement parlé pour les réseaux sociaux, mais quand j'ai commencé à publier sur les réseaux sociaux au tout début, peut-être même pas une semaine après l'annonce, j'ai publié que j'avais un cancer du sein, que ça allait être compliqué, mais que j'allais y arriver. Et je l'ai vu comme une mission en fait. Déjà, le fait d'avoir un cancer à 32 ans, ça reste jeune. Et je me suis dit, il y a beaucoup de travail à faire pour la prévention. Et il y a beaucoup de choses à dire par rapport au combat. Et à mon avis, ça va en aider d'autres. Et c'est dans cette optique-là que j'ai commencé à publier sur les réseaux. Ça s'est fait assez naturellement. Ça a été un besoin, vraiment, comme je disais, une mission pour aider les femmes, mettre un peu de baume au cœur et pouvoir... Mon mantra, je vais dire, pour les réseaux sociaux, c'était de parler sans filtre. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai parlé de tout. J'ai pas nié les moments durs, mais j'ai montré comment peut-être les accepter et surtout que faire après pour se rebooster et ainsi de suite. Et avec tous les messages que j'ai eus, c'est cette petite communauté de femmes extraordinaires qui me suivent, avec qui j'échange, avec qui je prends le temps de parler, d'échanger. Enfin, on se confie parfois des choses très intimes alors qu'on se connaît pas du tout. Ça me touche tellement et je me dis que c'est génial d'avoir pu au moins toucher le cœur ou d'avoir pu aider une femme. Moi, c'est objectif atteint et pour le coup, ben, c'est vrai que ça a pris une ampleur que je n'aurais jamais soupçonnée et c'est tout gagné pour moi par rapport à cette mission des réseaux sociaux, par rapport à cette mission de pas de tabou et de prévention. Ça, ça m'a vraiment aussi boosté que de me dire, allez, tu aides aussi d'autres femmes de par ton parcours, donc go. Et ça a vraiment été cet effet boost pour moi. Alors dans le parcours, évidemment, ben le parcours il s'arrêtait pas à la mastectomie. En fait, après la mastectomie et le curage axillaire, un mois après, on vous dit que vous devez commencer la radiothérapie. J'ai eu 18 séances où c'était tous les jours du lundi au vendredi à l'hôpital. Et de là, quand la radiothérapie a été terminée, c'est un peu bizarre à dire, mais j'ai... Comment je me suis sentie? Eh ben, je n'ai pas... Je n'ai pas attendu. Je n'ai pas attendu que l'oncologue me dise que j'étais en rémission. Je me suis sentie en rémission de moi-même après la radiothérapie. Je sais pas expliquer comment c'est venu, mais je me suis dit, ça y est, les gros traitements et tout ce qui devait m'enlever le crabe, donc la chimio devait diminuer la tumeur un maximum, la mastectomie a tout enlevé avec les ganglions aussi. La radiothérapie était là pour nettoyer les éventuelles cellules cancéreuses, même minimes, qui pouvaient rester. Et donc, moi, je me suis dit ça dans ma tête et je me suis dit, ben, c'est terminé. Enfin, on va devoir nuancer le c'est terminé parce que l'après n'est pas aussi rose que ce qu'on le dit. C'est pas une période évidente non plus. Mais je me suis vraiment dit dans ma tête, c'est la rémission là. J'avance encore une fois. Tout ça est derrière moi. Et maintenant, on va aller vers des traitements à domicile qui vont me maintenir en sécurité.
mais je ne serai plus malade. À partir de maintenant, maintenant que la radiothérapie est terminée, en fait, je vais avoir, oui, ok, encore des traitements. Donc, une thérapie ciblée pendant 2 ans, sous médication, le Verzenio. Je vais avoir l'hormonothérapie pendant 10 ans et je vais être ménopausée pendant 5 ans avec un implant, le Zoladex. Ok, oui, j'ai encore des traitements, mais ces traitements, c'est plus parce que je suis malade. Ces traitements, ils sont là pour me maintenir en sécurité. Et je l'ai pris tout de suite comme ça. Et c'est comme ça que j'ai réussi à me voir en rémission, en fait. Ça s'est fait un peu tout seul. J'ai pris le temps de me poser un peu par rapport à toutes ces explications de nouveaux traitements à domicile. Et je me suis dit, bah, ok, vois-le comme ça. Ça va te soulager, ça va t'enlever, ce poids de la maladie. Alors c'est vrai que malgré tous ces traitements qui sont pris pour être en sécurité, ben la peur de la récidive, elle reste évidemment. Ça, c'est quelque chose qui est au-dessus de notre tête, un peu comme un petit nuage gris qui reste là. La piqûre de rappel de tout peut arriver, je te le rappelle. Ça, c'est un peu difficile parfois à gérer à certains moments. Mais en reprenant doucement le cours de sa nouvelle vie, et je dis sa nouvelle vie parce que sa vie d'avant, on la retrouve... Enfin, pour ma part, je pense qu'on la retrouve jamais vraiment comme avant. Mais suivre le cours de cette nouvelle vie me permet de moins voir ce nuage qui plane au-dessus de ma tête, qu'est la récidive en fait. Et j'arrive à tout doucement me l'enlever de la tête. Mais c'est vrai que dès qu'on doit retourner à l'hôpital, dans l'après, dès qu'on a un nouveau examen, IRM, que ce soit scanner, que ce soit une échographie, une mammographie, ben, l'angoisse, elle est là. Moi, la veille d'une échographie ou d'une mammo, je dors pas. Enfin, je stresse de fou. Et là, la peur de la récidive revient dans ma tête. C'est impossible autrement, je pense. Pour l'avoir vécu, enfin, les femmes qui le vivent ou qui l'ont vécu comprendront ce sentiment. Je pense qu'on l'appelle même le scanxiety. C'est vraiment cette angoisse avant un nouvel examen. Le corps a été très traumatisé, la mémoire aussi. On a été traumatisé parce que justement, un de ces examens s'était mal passé à l'époque. Et fatalement, ben, ça revient. Enfin, c'est impossible autrement. Mais aujourd'hui, ben, j'en suis à... Ça fait 7 mois que je prends ces médicaments, thérapie ciblée, hormonothérapie, et que j'ai l'implant de la ménopause. Et c'est toujours des vagues. Alors, ce n'est pas comparable à pendant les traitements chimio, etc. Mais ça reste des vagues. Disons que aujourd'hui encore, j'apprends à doser mon énergie, à me dire, ben, ok, je n'arrive plus à être à 200% tous les jours. Et au début, c'est dur, hein. Franchement, j'ai eu un gros moment un peu de down où j'acceptais pas ce nouvel état parce que moi, j'avais le cliché de tous les gros traitements sont terminés, tout est derrière moi. Mais je me suis vite rendu compte que c'était pas le cas. Et c'est dur d'accepter ça au tout début. Mais aujourd'hui, vraiment, vraiment pour donner de l'espoir aux femmes et pour vous donner le message que je voudrais vous faire parvenir aujourd'hui, c'est que tout passe. Et surtout, si vous bossez pour pouvoir accepter au mieux chaque état, à travers chaque étape, au moment où vous êtes, tout va bien se passer. En tout cas, tout va se passer au mieux. Et c'est pas grave les jours où on a juste réussi à se lever pour se mettre dans son fauteuil. C'est pas grave. C'est déjà une victoire. Parce qu'être juste là, en fait, c'est déjà tout. On a failli, on a failli peut-être y passer. Notre vie était en jeu. Donc aujourd'hui, être entre guillemets juste là, à pouvoir peut-être faire aujourd'hui juste une petite marche d'un quart d'heure, juste voilà, défi après défi en fait, c'est énorme en fait, tout ce qu'on peut déjà faire et il faut pouvoir le savourer, ne pas se mettre la pression
et étape par étape, en fait, c'est ce que je veux dire, c'est que tous les petits riens de tous les jours, en tout cas ce qui nous semble être rien au quotidien, eh ben, ça va faire des grandes choses quelques mois après. Et ça, je peux vous l'assurer parce que c'est ce que j'ai vécu et c'est ce que je vis dans cet après-cancer. Compliqué, mais j'arrive petit à petit, en tout cas, j'essaie encore d'y travailler. C'est pas évident, mais j'y travaille, de pouvoir voir le fait que, ok, il y a des journées où j'ai pas fait grand-chose. En tout cas, j'ai l'impression de ne pas avoir fait grand-chose, mais tous ces petits riens ont réussi à m'amener vers de beaux projets, de belles performances physiques pour me challenger ou me permettre de pouvoir envisager la reprise du travail au mois d'août. Et tous ces petits riens, en fait, sont énormes. Mais c'est vrai qu'au quotidien, ils peuvent être déprimants, clairement. Il y a des jours où je me lève et je pleure parce que j'ai mal partout avec l'hormonothérapie, la thérapie ciblée, etc., tout combiné. Et c'est vrai que c'est pas évident. Mais j'arrive à me rebooster et à me dire, allez, une étape à la fois. Prends le temps de déjeuner, prends le temps d'aller t'habiller, prends le temps, prends le temps à ton rythme. Et maintenant, j'ai compris que je devais accepter que mon corps, il se réveillait pas en 10 minutes. J'ai compris que je devais faire des efforts avec moi-même, à nouveau, comme pendant les traitements, pour être douce avec moi. Parce que cette période d'après, vraiment, elle est souvent, je trouve, sous-estimée. On s'imagine qu'on peut fermer un livre, tourner la page et que c'est terminé, mais c'est pas du tout le cas. C'est propre à chacun, chacune, hein. Peut-être qu'il y en a qui arrivent à fermer ce livre, à tourner la page, et franchement, je les admire, mais ce post-cancer, il n'est pas toujours évident, parce on est encore en fait en train de digérer ce qui nous est arrivé. On a ce besoin de se reconstruire, et on fait un deuil aussi de l'ancienne nous. Moi, en tout cas, je fais un deuil de l'ancienne moi. Je la retrouverai jamais plus, en tout cas pas pour le moment, pas sous ces traitements-là. Mais je peux me raccrocher à quelques éléments et je peux me créer une nouvelle moi, en fait, qui sera légitime et qui le mérite. Et si aujourd'hui il y a un message que je voudrais faire passer, c'est celui-là, de continuer à croire en vous, à tous vos petits riens, ce message de l'espoir qu'on peut y arriver, qu'aujourd'hui on a des traitements efficaces. Et voilà, un peu plus d'1 an après cette annonce qui a bouleversé ma vie, je suis là, je remonte la pente du mieux que je peux. Je n'ai pas du tout fait les choses que dans le up, que du contraire. J'ai eu tellement de vagues, comme vous toutes, mais j'ai tâché au mieux. J'ai vraiment tâché au mieux de les accepter. J'ai pleuré, j'ai été colère, j'ai ri, j'ai ressavouré, j'ai réappris, je me suis reconstruite. Et tout ça, ça n'aurait pas été possible sans cette communauté de femmes avec qui on se comprend, sans des amis proches, sans ma famille, mon chéri, ma fille, sans ce mindset que je me suis mis en me disant « sois douce avec toi-même ». Donc, tous ces messages-là, j'espère qu'ils pourront en aider d'autres aujourd'hui. Et vraiment, vraiment, je vous souhaite que le meilleur. Alors, après avoir réalisé tout ce par quoi je suis passée, après avoir un peu retenu tous ces messages que je viens de citer, je me suis dit, et qu'est-ce que je fais maintenant de tous ces messages en fait? Et donc en plus d'en parler sur mes réseaux sociaux, je suis en train de créer un podcast. Voilà, j'espère que vous pourrez m'écouter en Belgique, en France. J'espère que cela vous aidera. Alors ce podcast, il sera évidemment... il y aura des clins d'œil cancer du sein avec des sujets justement sur la féminité, la reconstruction de soi. En fait, ce projet, Les Niches Papotes, il est né quand je me suis rendu compte que ça faisait du bien aux femmes d'entendre
quelqu'un mettre des mots sur ce qu'on traversait pendant tout ce parcours de la maladie et même dans l'après. Et je me suis dit, à nouveau, comme au tout début, quand j'ai décidé de poster sur les réseaux, je me suis dit, il faut en faire quelque chose qui aide les femmes. Et moi, je ressens cet appel vraiment d'aider, cet appel encore à mission. Et c'est comme ça que va peut-être naître les niches papotes. Ça sera un projet de femmes. Mes premières invitées seront deux super amies, victorieuses aussi, du cancer du sein. Et ensemble, on vous invitera dans une conversation un peu plus intime. Vous pourrez nous rejoindre depuis votre voiture, depuis votre salon. Et j'espère que on pourra vous aider de par nos voix et qu'on pourra vous donner beaucoup de baume au cœur, vous permettre de vous sentir moins seul et de vous sentir légitime dans tout ce que vous ressentirez ou que vous ressentez à travers la maladie et à travers le combat. Je tenais vraiment à remercier Tadam Podcast déjà pour cette opportunité que de pouvoir parler ici pour aider d'autres femmes, pour voilà cet esprit toujours de sororité, pouvoir transmettre ce message d'espoir. Donc j'espère vraiment que ça en aidera à nouveau d'autres. Et vraiment merci pour votre écoute. Et c'était vraiment un plaisir de pouvoir discuter ici avec toi. Donc merci beaucoup pour tout.